Nous poursuivons donc nos interviews sur le plateau For Change à la 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. À ma droite, Olivier Simnaler. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes partenaire et MD au sein d'Alix Partners. Absolument. Vous êtes en charge pour la France du restructuring. Oui. Merci d'être avec nous. Alix Partners, boîte extrêmement connue sur la restructuration, très opérationnelle. Pas seulement. Pas seulement. Notamment. Chiffres également. Finance, opération, stratégie, La totale. sociale, procédure collective. Tout le projet. Oui. Et c'est ce dont on va parler dans un instant. Merci infiniment d'être avec nous. Jérôme Laurent à ma gauche. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes senior advisor au sein de la division restructuration, management de transition de Robert Walters. C'est exact. Pourquoi ce métier du restructuring, Jérôme? Vous y êtes depuis longtemps? C'est un métier que j'ai exercé une dizaine d'années en opération à peu près. Et lorsque on m'a proposé ce poste chez Robert Walters, j'ai trouvé qu'il y avait là une certaine forme d'alignement de planète. Donc j'ai choisi. Vous avez fait quoi comme une mission, comme job opérationnel qu'on pourrait avoir en tête en restructuring? Ça va être des PME, donc voilà. Mais après, j'ai travaillé 4 ans au sein du cabinet Prosphère. Oui. Qui a... Avec Michel Rességuier que nous saluons. Absolument. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Alors vous êtes intervenus sur des thématiques pas si éloignées l'une de l'autre, même si ce n'étaient pas les mêmes panels. À ma gauche, Jérôme, vous étiez sur la gouvernance en situation de crise, et à ma droite, Olivier, vous étiez sur un atelier didactique qui pose une question simple, c'est restructurer, céder ou liquider. On commence peut-être par vous. Alors en fait, je ne vais pas vous répondre là tout de suite comme ça. En fait, c'est des sujets que se posent beaucoup de groupes internationaux, notamment étrangers, qui ont des filiales en France, qui depuis très longtemps sont soutenus dans un système de cash pooling alors même qu'elles perdent de l'argent et qu'elles sont économiquement pas viables. Et puis après la crise du Covid qui a un petit peu masqué les difficultés économiques parce que tout le monde perdait de l'argent, 2 ans après, ces groupes se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à soutenir? Faut y aller, quoi. Est-ce qu'on continue des plans de transformation qui sont un petit peu, passez-moi l'expression, petits bras, ou bien est-ce qu'on transforme vraiment, véritablement en profondeur? Est-ce qu'on cède ou bien est-ce qu'on ferme? Et si on ferme, c'est solvent ou insolvent. Voilà. Et ce qu'on constate, si vous me posez la question, c'est que très souvent les sociétés s'y prennent trop tard, évidemment. Il n'y a plus trop de solutions de sortie M&A, distress M&A. D'ailleurs, en France, il n'y a pas tellement d'acteurs qui se positionnent sur du distress M&A. Et il reste hélas souvent que la solution fermeture, redressement judiciaire, liquidation amiable ou procédure collective. Ok. On est en 2024, vous étiez là l'année dernière, me semble-t-il. Qu'est-ce qui a changé par rapport qu'est-ce qui est typique de 2024? Qu'est-ce qu'on vit en ce moment sur le marché? Alors, ce qu'on vit, c'est un petit peu, je dirais, la tempête parfaite, parce que après la crise du Covid, il y a eu une montée du cours des matières premières, de l'énergie, puis l'inflation des salaires. Aujourd'hui, il y a une baisse de la demande et une hausse des taux d'intérêt. Donc les nuages sont bien là. Hélas. Hélas, oui, je pense qu'on peut dire que 2024 va être une année qui risque d'être assez propice au restructuring. Vous le sentez déjà? Parce que oui, absolument. On a Patrick Sayer ce matin, le président du TCN de Paris, qui nous disait 36% de hausse. Oui. Vous le sentez également? Et sur quel segment? Petit, moyen, grand? Oui, on ne le sent pas avec des chiffres aussi massifs que ceux que Patrick Sayer a expliqués, puisqu'il a des échantillons statistiquement représentatifs, qui sont ceux de la Banque de France. Mais nous, on le voit très clairement avec une hausse très nette des besoins. Juste une anecdote, on signait, je pense il y a 1 an, on signait à peu près un NDA tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Et là, aujourd'hui, on signe 3 ou 4 NDA par semaine. Ah oui. Voilà. Oui, donc les secteurs les plus touchés, alors on sait l'immobilier, la tech, le retail. Moi, franchement, je ne sais pas dire, parce que quand vous faites du restructuring, vous avez une approche qui est vraiment practice et qui n'est pas intéressée par un secteur industriel, même si chez nous, on s'efforce de l'aborder avec un input industriel en s'appuyant sur les autres practices. Mais tous les secteurs, aujourd'hui, on voit la pharmacie, on voit l'énergie, on voit le véhicule électrique, on voit à peu près tous les domaines. Merci Olivier. Jérôme, vous avez de votre côté une vision sectorielle sur les secteurs dans lesquels vous intervenez particulièrement depuis le début de l'année? Ou alors je serais assez en ligne en fait avec ce que dit Olivier. On voit en fait des secteurs qui sont affectés aujourd'hui, clairement le secteur du retail et notamment le secteur de la mode, avec une extension aujourd'hui sur le secteur de la décoration, donc dans les commerces de centre-ville. On voit des difficultés dans le secteur automobile, dans le secteur des TP, dans le secteur de l'immobilier évidemment. Et puis il y a un secteur en fait dans lequel finalement nous on est assez souvent consulté, c'est les énergies renouvelables. Puisque ces sociétés n'arrivent pas à gagner d'argent et plus à se financer non plus. Et plus à se financer non plus. Donc plus ça va, plus on est consulté là-dessus. J'ai eu en l'espace des 3 derniers mois 3 ou 4 consultations sur ce secteur-là.
Vous étiez sur le sujet de la gouvernance. La gouvernance, comme dans toute opération capitalistique, et a fortiori dans le restructuring, puisqu'en plus, on peut être amené à remettre en cause effectivement le passé, et à remettre en cause la stratégie, les actionnaires, les dirigeants, à remettre en cause plein de choses. Ça nécessite un alignement des intérêts fort. Le bout du tunnel, on le voit tous. Est-ce qu'on le voit de la même couleur? C'est pas gagné. Comment est-ce qu'on arrive à construire une solution alors que tout le monde veut éviter la paume? Et comment est-ce qu'on arrive à justement faire en sorte que le power balance reste assez équilibré pour que chacun ait envie de travailler ensemble demain? Alors le premier truc déjà, c'est d'admettre, le premier point, c'est que chacun admette en fait que les difficultés sont là. Et avant qu'un chef d'entreprise, soit une entreprise familiale ou une entreprise détenue par un fonds, avant qu'un chef d'entreprise admette qu'il est en difficulté et qu'il a besoin d'aide, il se passe un certain temps, c'est ce dont on discutait tout à l'heure. Derrière, en fait, il y a une véritable rupture à opérer, c'est-à-dire entre un discours qui consiste soit à espérer l'affaire miracle ou à cacher les choses au personnel pour éviter de les effrayer. Il y a un moment où on doit admettre que les difficultés sont là et je suis moins partisan de rompre avec la tradition de la société ou une tradition de communication et de passer à un langage de vérité, que chacun soit au courant, chacun soit parfaitement déjà aligné sur sa compréhension de la situation avec le reste de l'entreprise. C'est déjà une première étape. Et ensuite, à mon avis, il y a un processus de maïeutique d'une stratégie qui serait gagnante ou qui, en tout cas, interviendrait pour transformer un modèle économique qui est devenu obsolète, qui doit embarquer finalement tout le personnel. Voilà. Donc, c'est un changement majeur. Parfois, on va tomber sur des dirigeants qui n'ont pas forcément cette capacité-là de changer. Qu'est-ce qu'on leur dit sur quoi on s'appuie pour dire c'est le moment peut-être de faire venir un directeur général à tes côtés? Ce qui n'est pas facile comme discussion avec une boîte familiale ou une boîte avec un patron, une patronne qui incarne la boîte, qui l'a peut-être fondée. C'est terriblement difficile. J'ai des exemples en fait de sociétés qui s'héritent en fait de grand-père en père, en fils, etc. Et lorsque les difficultés apparaissent, il y a une certaine forme de culpabilité. C'est l'héritage qu'on n'a pas su honorer, quoi. Voilà, tout à fait. Donc la bascule est extrêmement difficile à faire. Il y a une évangélisation à faire, d'autant que tous les mots qui entourent finalement les difficultés d'entreprise sont des mots qui attire la culpabilité. On parle de faillite, on parle de défaillance, le vocabulaire est très teinté en l'occurrence. Pour un chef d'entreprise d'admettre qu'il a besoin d'aide, voilà, c'est difficile. Donc ce que nous on prône chez Robert Walters, c'est finalement d'aider au diagnostic et c'est d'apporter les compétences de managers qui sont extrêmement expérimentés et qui peuvent venir jouer la contradiction finalement avec un chef d'entreprise pour en bout de course lui montrer qu'il y a un mur de trésorerie, qu'il y a des problématiques d'organisation, qu'il y a des changements en dehors de l'entreprise qui font que le modèle est obsolète, etc. C'est une véritable opération de maïeutique qui est à observer. Et avec ce côté rassurant du fait que c'est encadré dans le temps. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Olivier, sur ce sujet de la gouvernance, de l'alignement des intérêts, vous qui faites des opérations et tout ce qu'on a dit, la finance, l'ingénierie sociale, et que vous gérez des projets de A à Z. Ça veut dire que vous êtes là au moment de la strat, c'est votre job la strat, et derrière vous êtes là dans tout le déroulement du projet. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un problème d'alignement dès le début, et on peut en avoir qui émerge au fur et à mesure. Comment est-ce que vous, qui êtes là, pas pour renverser la table, comme certains pourraient le faire dans d'autres métiers, mais au contraire pour préserver le projet et dérouler ce qu'on a défini, comment est-ce que vous arrivez à le garder, cet alignement? Alors ça, c'est la question, c'est les risques d'exécution majeurs. Hein. Et on peut faire les meilleurs plans stratégiques, tu dis, mais c'est plutôt opérationnel, hein, je les qualifierais. Et c'est le sujet majeur. Et nous, on a un credo. D'abord, il faut bien sûr s'appuyer sur le management. Pas forcément le management antérieur, effectivement, je suis de ton avis. Hein. Si on ne renouvelle pas le management, souvent on aura les mêmes choses produisant les mêmes effets, on aura le même genre de résultats. Et donc s'appuyer sur le management, aller vite. Il y a un sujet de délai d'exécution qui est absolument clé. Il faut conserver le momentum. Les paramètres de marché peuvent évoluer entre-temps si on prend trop notre temps. Donc il faut vraiment aller vite, il ne faut pas s'installer, il faut faire
il faut forcer l'entreprise à avancer sur un rythme très soutenu. À mon avis, c'est clé. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il est très difficile de transformer une entreprise, de la restructurer, si on n'a pas un nouveau manager, de la new money et un nouveau plan de restructuration. Il faut vraiment ces 3 conditions-là. Donc nous, on les aide à mettre ça en place, on leur apporte des techniques, mais on ne fait pas à leur place. Au bout du compte, on se retire. Vous avez donc les 3 ingrédients secrets d'un retournement réussi et d'une bonne transformation, même lourde. Et vous avez à ma gauche Jérôme qui vous a expliqué à l'instant comment et pourquoi faire venir des personnes, des leaders et dans quel moment. Merci infiniment à tous les deux en tout cas d'avoir accepté de partager un moment avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant pour la suite des interviews de cette 6e édition du sommet restructuration et transformation. A tout de suite, vous regardez For Change.